Bienvenue tout le monde, bienvenue les amis, c'est Price. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Price Pokémon. Je ne sais pas encore exactement quand est-ce qu'il va sortir, donc on va supposer que c'est le prochain, ça va être l'épisode 18. On n'est pas tout seul aujourd'hui, on est accompagné de Paul. Salut à toi. Hello à tous, merci Price pour l'invitation. Bah écoute, je t'en prie, comme je disais avant qu'on allume l'enregistrement, merci vraiment à toi d'être venu. Tu as un profil super cool, super intéressant. On va pouvoir parler de plein de choses. Ça va être génial. J'espère que les auditeurs vont se régaler. Euh, Écoute, justement, en pensant un petit peu à nos chers auditeurs, comment est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Yes, alors je vais me présenter brièvement, donc Paul, originaire de Lorraine, bah, comme toi, hein, il me semble, Ah, toi incroyable! qui t'es de Bar-le-Duc, Moi, je toi suis de non, Bar-le-Duc, moi. Price? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, bah, moi plus aux alentours de Sarreguemines, donc Ah, je bah, connais on très embrasse bien. tous les Lorrains qui nous écoutent. Et donc ouais, originaire de là-bas, donc j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, puis une école de commerce à Reims, Neoma. Et ensuite, donc j'ai plus un parcours en finance avec un master, donc bac plus 5. Puis pour ceux qui sont peut-être un peu dans le milieu, mais j'ai une certification du CFA avec trois niveaux, les trois niveaux. Et pour grosso modo, c'est un peu une certification qui est reconnue à l'international, pardon, et qui permet d'avoir des connaissances surtout dans la gestion d'actifs. Magnifique. Euh, donc voilà un peu mon parcours. Concernant Pokémon, donc comme tout le monde, j'ai commencé dans la cour de récréation en collectionnant donc surtout les cartes du Block X et Diamant et Perle, puisque j'étais davantage surtout enfin, sur la génération 98 où nous, dans la cour de récré, c'était les ex qui étaient un peu les cartes maîtresses bah, de la collection. Le Dracofeu de base, évidemment, était déjà connu à cette époque. Et puis, ben, je pense à peu près comme beaucoup, j'ai arrêté à partir de l'entrée au collège, Ouais, c'est puisque bon, ça. on n'assumait pas de dire au collège qu'on qu'on avait des cartes Pokémon. C'était Et notre époque, hein, c'était notre époque, c'est incroyable, hein. Franchement, c'est marrant, il y a plus ça, il y a plus il y a plus cette autocensure, cette honte, ce machin. C'est plus pareil aujourd'hui, c'est marrant. Vas-y, continue. ouais, non, mais par contre, il y a toujours autant Pokémon dans les cours de récréation. Ma belle-sœur qui est Ça, instite oui. me dit vraiment que c'est toujours la folie, hein, Pokémon dans les cours de récré. Donc non, Ça, c'est ça sûr. fait plaisir en tout cas un tel engouement. Et donc pour faire un saut un peu dans le futur, donc vraiment j'ai stoppé Pokémon bon, pendant de nombreuses années et puis j'ai repris un peu bah, progressivement. Donc d'abord avec la sortie de Pokémon Go où là ça courait à la Villette, donc dans le parc parisien pour aller chercher dès qu'il y avait un gros Pokémon Qui qui pop. popait. Ouais. Et ensuite, vraiment de manière plus sérieuse, ouais, en 2019, je dirais 2019-2020, où là j'ai commencé à collectionner quelques cartes. J'étais plutôt d'abord sur les reverse du Block X, où je collectionnais en très bon état, ouais, très bon état, excellent, sur les espèces Delta. Mhm. Malheureusement, j'avais pas le budget pour collectionner les cartes Les PCA 9. plus grosses, ouais. J'étais plus sur du PCA 8, PCA 7. Et puis, au fur et à mesure, donc j'ai dérivé plutôt sur du PSA 9 avec les ex, et puis sur le Wizard, mes cartes un peu coup de cœur, où j'aime bien collectionner des belles triplettes, comme le trio Tortank, Florizard, Dracofeu. Ouais. Euh, et puis Magikarp brillant, Léviator brillant. Enfin, non, aujourd'hui, je suis plus dans une optique où je fais plutôt des belles triplettes, des trios, des duos, des quatuors, enfin vraiment des cartes qui me plaisent vraiment et dont j'ai envie d'exposer plus tard dans une belle salle de jeu ou autre. Magnifique. Bah écoute, très belle présentation, très beau parcours. Félicitations. T'as commencé, t'as recommencé du coup les cartes Pokémon en 2019. Tu me le disais tout à l'heure et tu l'as dit à l'instant.
Franchement, Mmh. je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui, de te présenter à toute cette communauté Pokémon et d'avoir ton parcours qui est marrant. Pourquoi? Parce que on en parle souvent dans les podcasts. Quand on a effectivement un monde tel que Pokémon qui cohabite parfois avec, en tout cas sur ma chaîne et sur mes podcasts depuis quelques années, je fais cohabiter ce monde-là avec un jargon un petit peu plus technique, justement dans la finance. Ton profil justement Mmh. va permettre de montrer que, eh bien, effectivement, les actifs, les cartes, la collection, ben, c'est, une petite part de ce qu'on pourrait appeler, son patrimoine personnel. Et en fait, ça vient se greffer là-dessus et en même temps, tu prends du plaisir, tu kiffes et tu augmentes ta collection donc c'est tout bénef. J'ai pas envie de tomber dans l'extrême, pardon, en disant voilà, réfléchissez tous finance, réfléchissez tous investissement. C'est pas du tout le cas et ton profil, il est super intéressant de ce point de vue-là et je pense qu'on va pouvoir, vraiment parler de plein de choses et ça va être super intéressant pour les auditeurs. Donc vraiment merci encore d'être venu, ça fait vraiment plaisir. Donc parle-nous un petit peu Ouais. de tes triplettes, comment tu en es venu justement entre 2019 et aujourd'hui? Quelles ont été les étapes les plus importantes pour toi dans le recentrage de ta collection ou même peut-être, un déclic? On a tous ce déclic qui nous fait passer, d'un stade A à un stade B, d'un stade B à un stade C. Est-ce que tu en as eu plusieurs d'ailleurs des stades? Enfin, ça fait beaucoup de questions, je suis désolé, mais je suis vraiment, j'adore ton profil, donc j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Ouais, pas de souci. Alors ouais, j'ai eu plusieurs stades. T'as eu Bah, quand Salamèche, très Bulbizarre. quand j'ai eu quand j'ai eu, d'abord, donc les cartes, reverse du BlockX, entre mes mains. Donc de mémoire, il y en avait à peu près une cinquantaine des reverse, espèce delta. Moi, c'était sur les holo reverse, hein, OK, j'ai compris. pas les rares reverse. Donc il y en avait à peu près une cinquantaine entre, ce qu'il y a dans Photomolon, la espèce delta, les 3 de Gardien de Cristal, avec le Ludicolo, Tortank qui draque au feu. Et donc, en fait, le gros regret que j'avais, donc j'ai collectionné en excellent, très bon état. J'étais arrivé à peu près aux 50. Puis vraiment, j'ai vu que les prix avaient explosé, en 2-3 ans. Et le regret que j'avais, c'était de ne pas les avoir eus finalement dans un meilleur état, Je vois. en, en PSA 9, ou voire même PCA 9, PCA 9,5. C'était déjà assez rare à trouver, mais finalement, je pense que j'avais pas assez fait de recherche de mon côté, puisque en fait, d'autres collectionneurs sont arrivés et la population de ces cartes finalement ont été rendues un peu publiques, je dirais, où on a commencé à vraiment avoir sur des postes de vente des PCA 9, 9,5. Donc, le premier regret que j'ai eu, c'était que je profitais pas assez, finalement, de mes 50 premières cartes, enfin, les 50 cartes en très bon état, excellent. Et de plus, surtout que j'aurais pu en avoir finalement concentré un budget pour en acheter une petite dizaine, mais au moins en état presque mint, quoi. Ouais, Et donc, et vraiment le sentiment de fait que je regardais pas finalement ces 50 cartes, m'a, enfin, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me focalise plutôt sur des cartes coup de cœur, des duos, des triplettes qui me donnent envie, qui me procurent un peu d'émotion et qui me rendent nostalgique du passé, de quand j'étais enfant. Donc ça a été un des premiers stades. Le second, je l'ai pas dit, mais j'ai collectionné énormément de Yu-Gi-Oh! Vintage, ah OK. mais plutôt du scellé. Donc, je suis arrivé à collectionner tous les boosters vintage de Yu-Gi-Oh! Jusqu'à des premières séries, Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, Ouais. jusqu'à les RGX avec Lumière de la Destruction. Mmh. Et puis, donc là, je profitais vraiment davantage de cette collection parce que vraiment, enfin, les boosters scellés, c'est magnifique, c'est du mint. Je mettais ça sous des protections en plexiglas, ça rendait vraiment super beau la collection. Ouais. Alors que les cartes que j'achetais un peu par pulsion, finalement, j'en profitais pas vraiment parce que je me suis retrouvé avec une quantité énorme, éparpillée
Ça m'a éparpillé à gauche, à droite avec des des cartes, du Diamant et Perle, des cartes du Block-X, des cartes, de Wizards. Ouais, Et donc à cette phase-là, ça a été un peu le deuxième stade où je me suis dit: «Vraiment, il faut que je me focalise sur, quelques objectifs, quelques beaux duos, quelques belles triplettes en état mint». OK, magnifique. Et alors, les boosters Yu-Gi-Oh! C'est des choses que tu as encore ou que tu as vendues depuis ou? Alors j'ai vendu, depuis très peu de temps là, depuis les derniers mois, j'ai vendu quand même pas mal de boosters Mmh. et d'items scellés et je garde là encore, j'ai fait un peu un tri et je garde seulement mes objets un peu fétiches, enfin coup de cœur de mon enfance avec par exemple un deck Kaiba, donc Dragon blanc aux yeux bleus qui est pour moi le mon objet un peu, nostalgique d'enfance où, à l'époque, moi, une petite anecdote, donc ma mère, m'avait acheté ce deck, au Jouet Club. Ouais. C'est trop Hem, drôle parce que, en fait, c'est trop marrant, tu as les mêmes rêves parce que tu viens de Sarreguemines, c'est pas loin, donc tu as les mêmes, boutiques. Vas-y, continue. ouais, exact. Et finalement, j'arrive au mon père faisait un match de foot l'après-midi même, donc on jouait au stade et donc je suis content, de montrer ma carte, un peu aux copains. Enfin, autour du stade et puis, donc en fait, il y a une personne peut-être de 3-4 ans de plus, qui en fait, me demande de lui montrer la carte donc, moi un peu ignorant, je lui montre et puis en fait, lui, il avait dû regarder le dessin animé où finalement tu as, tu as les dragons blancs qui sont déchirés, tu sais? Donc il m'avait déchiré ma carte, Le dragon blanc? donc ouais, exactement et j'ai été traumatisé un peu de cette scène et donc c'est un peu une revanche, tu vois, de me dire Ah, je que suis plus tard, désolé, je rigole, je suis désolé. ah non, mais pas mais tu peux, hein, et me moi je le prends avec le sourire maintenant avec le recul, mais sur le moment c'était ouais, c'était je vais pas dire les mots, hein, on est sur YouTube, mais voilà. Et donc non, maintenant, enfin, c'est plus des cartes, voilà, nostalgiques que je fais, donc avec des decks scellés, des boosters scellés qui me tiennent à cœur. Ouais. Je faisais dernièrement les Tin Box, qui pour moi, Yu-Gi-Oh! Sont magnifiques. Mais donc ouais, vraiment, je me suis focalisé maintenant plus sur juste quelques items pour prendre du plaisir. J'ai compris, magnifique. OK, bah, en tout cas, sur Yu-Gi-Oh! C'est bien ce que tu as fait parce que, il me semble que ça a aussi bien progressé, peut-être moins que Pokémon et on est dans une tendance plutôt baissière en ce moment, mais c'était aussi des objets qui ont bu à un moment donné, je pense, te permettre bah, de réaliser des belles, performances. Je sais pas ce qu'il en est. Est-ce que tu as un retour, par exemple, sur Yu-Gi-Oh! Parce que même si on est sur une chaîne Pokémon plutôt pointue, s'il y a des gens qui sont passionnés par Yu-Gi-Oh! Si tu peux dire deux trois mots sur ça, si t'as quand même réussi à t'en sortir, si t'as perdu plutôt de l'argent ou de toute façon on s'en fout parce que toi c'était un kiff, mais voilà, pour les gens qui seraient potentiellement intéressés. Ouais, alors sur le scellé, alors vraiment j'ai essayé de tout noter les prix auxquels Ah ouais, j'ai c'est bien acheté. ça. D'ailleurs, Et le trou du cul qui t'a déchiré la carte là, tu l'as retrouvé aussi lui ou pas? non, je l'ai Non, pas tu l'as retrouvé pas magasin. malheureusement, Ok, ça va. Bon, vas-y, continue, vas-y. et non, j'ai vraiment tout noté, les prix auxquels j'avais acheté, lorsque j'ai fait des échanges aussi. Et donc en fait, lors de mes ventes, là, grosso modo, donc et pour un peu comme référence de mes achats, c'était il y a 2-3 ans que j'ai surtout acheté, sur Yu-Gi-Oh! Ouais. Et tu vois, au final, je suis à plus de 20 de plus-value, donc ce qui est pas énorme. Alors il y a certaines enfin extensions qui ont fait du plus 100 plus de 100 Mhm. mais ça reste quand même une progression qui est largement moindre que celle de Pokémon, hein, en termes de scellés. Ce qui a explosé, je dirais que sur Yu-Gi-Oh! C'est, surtout les cartes gradées, Ok. grâce à l'émergence de CCC qui vraiment qui fait un beau marketing et qui est avec évidemment avec un boîtier de qualité et il y a pas mal de cartes, Yu-Gi-Oh! Qui sont gradées, chez, CCC et il y a des très belles cartes qui ont pris vraiment beaucoup de valeur et après concernant les extensions, ouais, c'est certaines, fluctuent vraiment, en prix et je pense qu'est-ce qui a fait du mal à Yu-Gi-Oh! Entre guillemets, c'est peut-être les 25 ans parce que les boosters en fait, ils ont vraiment réimprimé tous les boosters Légendes du Dragon Blanc aux yeux bleus, mais en format un peu 25 ans et en fait sur les cartes, il y a très peu Différence.
Enfin, les cartes sont les mêmes, c'est juste le nom de l'extension qui qui diffèrent. va changer, en disant, en mentionnant que c'est du 25 ans. Et donc finalement, je pense que beaucoup n'avaient pas envie de mettre du budget dans les premières extensions. Ils sont plutôt focalisés sur les séries 25 ans qui finalement ont très peu de différence avec les anciennes. Ouais, OK, donc un plutôt phénomène Magic avec, les réimpressions successives, les collectionneurs, se font prendre pour des vaches à lait et finalement se dirigent vers plutôt le récent plus que le vintage. Ouais. OK, donc Après, je sais pas si c'est mon opinion, hein, mais c'est peut-être pas exactement ce qui s'est. produit, d'accord, j'ai compris. Voilà, exactement. OK, mais en tout cas, Yu-Gi-Oh! Moi, c'est ma Madeleine de Proust aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai pas mal de cartes, j'ai beaucoup collectionné aussi, donc c'est intéressant. C'est pour ça, peut-être que ça peut parler aussi à d'autres personnes du podcast. En tout cas, de retour sur Pokémon, maintenant que tu as affiné un petit peu plus tes recherches, est-ce qu'il y a des événements marquants, tu vois, qui t'ont fait vraiment prendre, conscience, ou qui t'ont permis d'apprendre énormément dans ton parcours de collectionneur. On va pas parler de malheur comme ce que tu as raconté avec le dragon blanc aux yeux bleus déchirés, mais moi je l'ai déjà raconté sur la chaîne. Je touche du bois, j'ai de la chance, mais on m'a jamais trop fait de crasse ou autre. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru parfois compliquées sur Pokémon ou des événements qui t'ont fait prendre conscience de certaines choses ou sur lesquelles tu as plus appris que d'autres? Euh, Bah c'est plus moi j'ai aussi eu de la chance. Globalement j'ai eu de la chance, c'est que quand j'ai acheté des cartes, j'ai jamais eu de problème de vol, de problème de De soi-disant vendeurs commissaire. malhonnêtes ou ouais. Voilà, exactement. J'ai pas eu ce genre de problème, mais par contre, euh, j'ai vu beaucoup de publications en parler sur les réseaux, euh, que ce soit sur Facebook, sur Instagram et encore maintenant un peu partout. On entend quand même souvent parler sur Vogue, il y a eu pas mal de scandales, etc. Donc non, vraiment bah ça faut quand même en tirer des leçons, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire ça un peu sa due diligence, vérifier chez qui on achète, s'il a fait des ventes auparavant, ça s'est bien passé, enfin ce genre de choses, parce que surtout maintenant n'importe quelle carte devient assez vite chère. Donc on fait des transactions avec des montants importants sur PayPal, par exemple, entre proches. Donc il faut quand même être plutôt certain de ce qu'on fait. Et ouais, faut demander à des personnes si la fiabilité, si tout s'était bien passé, etc. Donc non, ça c'est des grandes leçons que je pense que j'en ai tirées et que oui, c'est Pokémon, c'est vraiment pas le monde des bisounours, c'est que tout est pas rose et qu'il faut quand même faire attention. Ouais. Ouais, écoute, je m'attendais à ce genre de réponse. C'est bien pour les auditeurs aussi de les réentendre. Je pense, que c'est super important de toujours faire, un contrôle de référence auprès de n'importe qui quand on essaie d'acheter quelque part. Je pense que c'est plus vrai que jamais dans les périodes extrêmement fortes en demande comme aujourd'hui, comme en ce moment avec, EV8, 8.5, 9. Je pense que, les auditeurs, vous qui êtes sensibilisés, pardon, et qui êtes surtout sur la chaîne depuis longtemps, vous savez la mentalité qu'il faut adopter pour éviter, les embûches dans le monde de Pokémon. Mais c'est bien de le rappeler, parce qu'en fait, ça peut vraiment, poser problème dans un parcours de collectionneur. Ça peut vraiment vous faire même parfois arrêter. Donc, voilà, faites toujours bien attention à qui vous achetez, encore plus quand on parle de récent, encore plus quand on parle de boutiques qui viennent d'arriver. Donc, ça, malheureusement, c'est un public que j'aimerais sensibiliser et qui n'est pas forcément client de ce que je propose sur YouTube. Et pourtant, beaucoup de personnes, je pense, apprendraient énormément de parcours comme le tien ou d'autres qu'on a déjà fait passer sur la chaîne pour éviter justement ce genre d'embûches. Un parcours plutôt clean, plutôt propre. Maintenant, alors du coup, tu en es où? Tu complètes doucement tes doublettes, triplettes, quatuors. Comment ça se passe? Ouais, alors donc comment dire? Donc ouais, après mon parcours en finance, donc j'ai fait mon master et donc juste pour que les auditeurs puissent à peu près Situé? pas forcément mettre une étiquette, mais
comprendre un peu ma vision des choses. Donc je suis allocataire d'actifs, gérant de portefeuille pour, une grande entreprise, d'assurance, du CAC 40. Et donc, c'est des portefeuilles à plusieurs milliards, hein. En fait, ça dépend les portefeuilles, mais certains, dépassent même, les 10 milliards d'euros. Et donc mon métier, moi, c'est surtout d'allouer les actifs, des portefeuilles entre différentes classes d'actifs, que ce soit l'immobilier, le private equity, les obligations, les actions, et autres. Afin de diversifier le portefeuille et de donc limiter ce qu'on appelle le risque systémique, on va dire le risque associé à une seule, Classe classe d'actifs. d'actifs ou à une seule, à un seul actif, sous-jacent. Et donc en fait, ce qui m'a marqué dans Pokémon, c'est que bon, c'est un peu dans le milieu de la finance, c'est un peu tabou de dire: «Je collectionne du Pokémon» ou «j'ai investi». Moi, ça me dérange pas Ouais, de ouais, le dire, t'inquiète, hein. même dans mon dans le milieu professionnel. Après, j'évite de dire les montants. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est Beaucoup important, ne ouais. Ouais, beaucoup ne peuvent pas, forcément, comprendre. Mais ce que j'ai vite compris pour, finalement avancer dans la collection, c'est que, bah, aujourd'hui, surtout vu la montée des prix, en fait, la plupart des collectionneurs, on n'a pas le choix de devoir investir pour monter, en fait, au niveau de la collection et pouvoir vraiment s'offrir ensuite de belles cartes. Et moi, de ce que j'ai appris avec le métier et surtout de mes études, c'est vraiment de diversifier, ses actifs. Donc c'est-à-dire que moi-même, je mets pas tout, hein, je mets pas un all-in sur le Pokémon. J'ai des investissements, personnels, que ce soit en crypto, en actions. Évidemment, il faut toujours garder un peu sur du monétaire qui, même si ça gagne que du 3%, mais de garder vraiment des actifs très liquides, donc c'est-à-dire qui peuvent être vendus, et enfin, dont le montant Faut on peut récupérer rapidement. l'avoir sous la main, vraiment très facilement, en cas de sortie, de cash, imminente et urgente. Et donc oui, la diversification, c'est aujourd'hui, c'est un métier, enfin, c'est une, comment dire? C'est un concept qui, je pense, doit être vraiment être compris des auditeurs. C'est-à-dire que ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça reste important parce que si demain Pokémon, je sais pas, pour X ou Y raison, j'en doute, hein, mais se crash, ben, au moins on aura mis on aura des actifs dans d'autres, enfin un peu ailleurs. Et cette notion est encore d'autant plus importante sur, par exemple, ne jamais mettre, enfin, éviter de mettre tout son argent sur une seule carte, car comme on l'a vu, alors je crois que c'est récemment sur Diamant et Perle, si je me trompe pas, c'est, Dark Ray Promo? le Dark Ride promo où on a je sais pas combien d'exemplaires. Et donc finalement, dès que bah, finalement, c'est la règle de l'offre et la demande. Donc dès qu'une offre, est démultipliée par 10, par 100, et ben, finalement la carte, qu'on demandait finalement va vraiment fortement diminuer en prix si la demande n'augmente pas de la même manière. Hem, donc même au sein de Pokémon, je pense que c'est bien aussi de diversifier et d'investir d'un côté, d'avoir sa collection de l'autre. Ça a plusieurs avantages, ouais. Et ouais, c'est ce qu'on a souvent dit sur la chaîne. Je passe un coucou, au tonton Pierre aussi, qui est déjà beaucoup passé, qui est aussi dans la finance, ou à d'autres personnes qui nous écoutent, qui peuvent travailler dans ce domaine ou ailleurs. Mais ce qui est important à comprendre dans ces notions qu'on vient d'évoquer, c'est que, même dans Pokémon, c'est intéressant effectivement de se diversifier. Alors le all-in sur Pokémon, je pense malheureusement qu'il y en a beaucoup qui le font. Même si malheureusement, c'est pas vraiment malheureusement, mais, parce qu'on on se rend compte aujourd'hui avec le recul, depuis bientôt 30 ans, puisqu'on va fêter, les 30 ans en 2026, qu'effectivement c'est un des jeux à collectionner qui progresse le mieux chaque année et qui fait des retours sur investissement qui sont très intéressants. Mmh. Malheureusement, beaucoup confondent, ce que je viens de dire avec du court terme. C'est pas le cas, hein. Ça fait bientôt, on va être en 2026, donc ça fera bientôt, 9 ans, que je serai dans Pokémon. Toi, ça fera du coup 6 ans.
Donc c'est avec le temps aussi qu'on se construit une belle collection et puis des belles positions. Mais ce qui est certain, c'est que Pokémon se comporte extrêmement bien par rapport à une moyenne. Tu vois, je pense que tu vas pouvoir en parler, mais la moyenne des actions, même financières aujourd'hui, ça va être, si vous prenez un ETF comme celui du MSCI World ou celui du S&P 500, bah, on est à quoi? 6-7%, peut-être 8? Peut-être le S&P 8 peut-être? Ouais, alors les dernières années ont été très fructifiantes pour les actions. Et encore, quand je dis très fructifiantes, c'est-à-dire au-delà de 10%. Sur le Nasdaq, l'année dernière, là, donc en 2024, on a fait plus de 20%, surtout grâce aux premières valeurs comme Nvidia, Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ça. Mais c'est Meta, des années etc. exceptionnelles un peu, ouais. C'est vraiment des années exceptionnelles et en fait, pour que les auditeurs comprennent, en moyenne, les actions, historiquement, surtout les actions américaines, on est sur du 10% de performance par an. Ouais. Alors que sur Pokémon, bon, enfin, je sais pas si je peux le citer, mais des vidéos comme Mascache qui nous retranscrit un peu des performances sur les extensions, Mm, mm, mm. euh, la plupart, vraiment, on est bien au-dessus de ça. Euh, donc vraiment, c'est l'avantage de Pokémon, c'est vraiment enfin, de ce qu'on voit là sur les 10 dernières années, vraiment, la plupart des extensions ont pris plus 50%, plus 100%, euh, ce qui est vraiment énorme. Et l'avantage, je dirais, de Pokémon, c'est que pour le moment, et je pense pas que ça changera, on est imposé, mais à partir d'un certain montant de vente, hein, si je me trompe. Ça c'est plus toi peut-être qui t'y connais sur le montant Mhm. exact de vente à ne pas dépasser pour ne pas être donc imposé. Mais alors que rien que sur les actions, soit sur un compte titre ou un PEA. PEA, on va être imposé à hauteur de 17% les plus-values dès qu'on retire l'argent du compte, alors que sur un compte titre, on va être imposé à hauteur à peu près de 30% sur nos plus-values. Chose que sur Pokémon, finalement, on peut réussir assez facilement à éviter sauf si on fait vraiment une énorme transaction d'une dizaine de milliers d'euros, je dirais. C'est quoi? C'est 3 000 € à ne pas dépasser mensuellement en termes de vente? Non, c'est 3 000 € annuellement ou 20 ventes par an pour un particulier, pour pas être imposé. Donc 3 000 € par an, ça fait du 200 et quelques par mois. Bon, soit, ça arrondit les fins de mois pour un étudiant. Mm. Par contre, il faut très rapidement basculer sur un régime d'entreprise, soit auto-entrepreneur, soit une URL ou une SARL ou une SAS. Enfin, vous voyez ça avec votre comptable. Mais ça va très vite dans Pokémon. Il faut quand même très vite basculer sur si on est à des niveaux comme le mien, par exemple, il faut très vite basculer sur une structure juridique pour payer des impôts et des cotisations sociales. Mais les cotisations sociales restent moins importantes que le PEA, par exemple. Je pense notamment à mon régime à moi, qui est le régime auto-entrepreneur, vente de marchandises, qui est Mhm. de 13%. Moi, j'ai opté aussi pour le prélèvement libératoire, donc c'est 1% supplémentaire. Donc, je dois être entre 13 et entre ouais, 12,5 et 14,5 d'imposition. Donc, c'est plutôt avantageux, mais ça fait mal quand même. Malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, Oui. hein, ça fait chier, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu et c'est normal, hein. Moi, je suis content d'avoir une protection sociale, du fait de ne pas être salarié au demeurant. Mais sinon, la transaction à partir duquel un particulier peut être imposé, même si les impôts et plein de choses ne sont pas forcément au clair avec ça, parce que c'est une zone un peu grise. Ça a changé récemment, mais en fait, ça n'a pas vraiment changé, mais ça a quand même changé. On l'a vu, il y a eu la presse qui en a fait ses choux gras. Les cartes Pokémon vont maintenant être imposées sur la base classique, CSG plus impôt sur je sais pas quoi, 33%. En réalité, ça, c'est uniquement si vous faites une vente en tant que particulier qui dépasse les 5 000 euros.
et ça, c'est toujours pareil, c'est pour faire peur. C'est-à-dire qu'il y a la loi, il y a l'application de la loi. Je pense qu'en France, vous êtes pas sans savoir, chacun d'entre nous qui écoutez que, bah, on a le droit d'acheter, de revendre des voitures, par exemple, à titre personnel. On a le droit d'avoir 3 cartes grises, personnelles par an. Je pense que dans Pokémon, franchement, si on joue pas avec le feu, c'est comme tout, c'est la mesure. Si on fait pas, des grands, 200 000 € par an, bon, bah, voilà, là, clairement, tu joues avec le feu. Mais si tu commences à faire 10 000 à 15 000, je pense que tu es tranquille parce qu'il y a la loi, l'application de la loi. Je suis pas un C'est pas un conseil en investissement, je pense, c'est simplement mon raisonnement et mon avis que je vous donne là. C'est pas du tout à prendre au pied de Oui, la lettre. mmh, Je pense qu'il faut pas jouer avec le feu. Simplement, si vous faites une transaction, qui dépasse les 5 000 €, une transaction unique qui dépasse les 5 000 €, bon, bah, c'est à votre discrétion. Je vous conseille de la déclarer, mais si vous la déclarez pas, c'est à votre discrétion et vous serez normalement imposé à hauteur de 33 du coup. Donc là, le seuil, c'est 5 000 € par transaction pour un particulier et en fait, vous commencez à devenir, professionnel à partir du moment où vous dépassez, bah, voilà, comme je vous l'ai dit, 10 000 à 15 000 € quand vous commencez à faire trop de transactions. En fait, une activité professionnelle, vous allez vous faire retoquer, vous allez vous faire rattraper quand le contrôleur va tout simplement, voir que vous avez réalisé trop de mouvements financiers. Si vous en réalisez un seul, ça peut pas être considéré comme une activité professionnelle. Si vous commencez à en réaliser plein, bah, là, tout simplement, vous êtes mort et surtout, j'ai des exemples en tête, hein, de personnes, qui sont dans plein de domaines, pas que Pokémon, puisqu'il faut pas croire, c'est un sport national en France, mais j'ai des gens qui font des énormes montants par an et qui font ça dans leur coin. Donc voilà, c'est à la discrétion de chacun. Moi, je vous rappelle la loi. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut pas exagérer. Moi, très vite, hein, franchement, très vite, dès que j'ai pu, j'ai monté effectivement une auto-entreprise. J'en avais déjà une avant, mmh. dans un autre domaine, que j'ai dû fermer pour rouvrir celle-ci. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut pas exagérer, quoi. C'est la seule chose à retenir, c'est que c'est pas aussi contrôlé que ce dont on parlait tout à l'heure. La bourse, les actions, les brokers, ça c'est ultra régulé, ça existe depuis 200 ans, 300 ans. Enfin, je veux dire, c'est des choses, on a pu légiférer, on a pu créer des garde-fous, créer des règles. Pokémon, c'est très récent, donc voilà, le système législatif est encore lent, les impôts sont encore lents, même si, je suis sûr et certain qu'on va pas tarder, à en voir tomber certains, quoi, je pense, parce que il y a des choses qui se passent qui sont inadmissibles. Bon, passons. Donc, ce qui me fait rire aussi tu disais tout à l'heure, enfin doucement Mmh. rire, tu disais tout à l'heure: «J'ose pas trop en parler dans mon cercle professionnel», même si toi tu en parles un petit peu, alors que les montants qui sont évoqués sont ridiculement petits comparés à ce que tu as dit en introduction, quoi. C'est ça qui me fait rire, c'est qu'il y a, c'est normal de dire: «Je gère un portefeuille de plusieurs milliards», mais mettre 10 000 € dans une carte, ça gêne. Je trouve ça marrant, tu vois? Ouais, non, C'est c'est sûr. Mais en fait, la distinction, c'est que, en fait, les milliards appartiennent à l'entreprise, donc c'est des portefeuilles institutionnels. oui, Alors que, donc tu vois, entre collègues, on gère chacun, donc évidemment, également notre patrimoine personnel et donc en fait, 10 000 € même pour, certains, enfin, ça reste quand même une somme d'argent pour c'est un vrai. patrimoine, d'un particulier. On peut se dire, «Punaise, c'est pas commun quoi de mettre autant». Et tu penses que les actifs, alternatifs, c'est des choses qui ont un avenir, vous, dans le monde de la finance ou on jure toujours que par les actions, l'immobilier, les obligations, ce genre de choses? Non, non, vraiment les actifs alternatifs, sont assez importants pour nous, dans nos portefeuilles. Par exemple, le private equity, et pour les auditeurs, en fait, est une classe d'actifs permettant d'investir dans des fonds qui eux-mêmes investissent, dans des entreprises, de petite et moyenne taille et non cotées en bourse. Et en fait, ces fonds-là rachètent une part du capital de ces entreprises-là, font un peu un remaniement du management, de la stratégie de l'entreprise,
et ont comme objectif de la vendre à un prix beaucoup plus haut que celui pour lequel ils sont rentrés dans le capital. Donc en fait, on a les modèles des assurances, en fait, ont des ratios de solvabilité à respecter. Alors je vais rentrer un peu dans c'est un peu technique, hein, mais en fait, pour un achat pour un investissement dans une classe d'actifs comme le private equity, en fait, ça permet d'économiser de la solvabilité par rapport à une classe comme les actions. Alors, c'est selon un modèle interne, mais en fait, il y a des avantages à rentrer dans ce type de classe d'actifs. Mhm. Et également, en fait, ça permet d'avoir un meilleur retour sur investissement que les entreprises les fonds de private equity, généralement offrent un meilleur Rendement, retour ouais. sur Mm. investissement que les actions, vu que c'est un peu plus risqué que les actions. Et on investit aussi également donc, dans les classes illiquides comme l'immobilier, euh, ou encore sur des obligations qui sont plus risquées et qu'on appelle le crédit privé, euh, ou même des hedge funds. Ouais. Euh, Mm. mais on n'investit pas, si tu veux, dans les classes Vraiment alternatives, exotique. comme par exemple des crypto-monnaies, ou, ou bien dans les collections de, je sais pas, de voitures. Voyez, toute la classe d'actifs alternatifs, c'est-à-dire un peu à part avec l'art, les collections de montres, collections de voitures, ou même les cartes à collectionner, ça, ça n'y figure pas Ouais, dans ouais, les assurances. Ah, ok. pas à ma connaissance, en tout cas. Non, d'accord. Ouais, je vois. Mais ce qui est normal, hein. Mm. D'un certain côté, c'est normal parce que là, on parle d'assurance. Peut-être que des private equity ou des fonds d'investissement peuvent parfois s'amuser, mais pas euh, comment dire, pas une entreprise comme vous, je suppose. Oui. Non, donc voilà, après, vraiment, notre objectif, c'est vraiment de diversifier nos actifs. Donc, même au sein de l'immobilier, par exemple, on va avoir donc des investissements dans des fonds, mais Mhm. également dans des immeubles, mais un peu éparpillés, un peu partout, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, pour répartir le, pour diversifier à la fois le risque géographique, le risque et le risque de concentration qu'on n'a pas envie d'avoir Ouais, finalement. bien sûr. Mais c'est marrant tout ça parce que franchement, je pense sincèrement que d'ici quelques années, si nous, Pokémon, en tout cas le très vintage, se comporte bien, et surtout qu'on arrive à se débarrasser des éléments perturbateurs et des arnaqueurs qui gangrènent même encore aujourd'hui, à visage découvert la communauté. Je pense que à terme, avec un assainissement et des structures, une structuration un petit peu meilleure, comme ce qu'on essaie de faire. Alors, je me fais mon autopromotion forcément parce que moi, c'est des choses auxquelles je réfléchis depuis très longtemps, mais une association des professionnels, c'est le Conseil Indigo. Si on arrive Mhm. également à faire passer, entre guillemets, un pont entre les législateurs, les décideurs et l'association des professionnels, pour expliquer, pour mettre des garde-fous sur les impositions, à quel moment et quand on peut considérer qu'une carte est de collection et pas de collection, parce que c'est une zone grise qui fait qu'effectivement aujourd'hui tout est considéré comme un bien de consommation et pas comme un objet de collection, alors que je suis vraiment navré, mais un Léviator brillant édition 1, c'est très loin d'être un bien de consommation courant. On peut pas taxer ça à 33%, c'est pas possible. Soit on décide que rien n'est de l'art, soit on décide que tout est collectionnable ou pas, parce qu'à un moment donné, ce genre d'objets qui sont extrêmement, extrêmement compliqués à trouver, rares, qui font un lien aussi entre, encore une fois, un artiste, un art et l'importance culturelle que ça a pu avoir pour des générations entières, on coche quand même beaucoup de cases de ce que la définition de collection est au niveau international. Donc, en Mm. France, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire sur l'acceptation de ce domaine, de ce hobby, et pas que. Je pense que si on arrive à faire bouger les choses au niveau de Pokémon, on arrivera aussi à faire bouger les choses au niveau de Yu-Gi-Oh!, de Magic. Je pense qu'on est bloqué sur une ancienne génération
C'est encore les boomers qui nous dirigent, qui nous dirigent et qui nous envoient droit dans le mur d'ailleurs, au passage. Donc malheureusement, tant que notre génération, et je pense que notre génération, 90-2000, c'est la génération en or qui a connu la transition vers un âge numérique, qui a connu la transition avec l'âge non numérique. On est le témoin, le passage de bâton vers toutes ces époques. Et je pense que notre génération va avoir un rôle prépondérant dans l'acceptation de plein de choses. Et miser dès aujourd'hui sur notre génération et sur notre culture, notre pop culture, sur plein de choses, c'est un vrai pari, je pense, sur l'avenir. Et peut-être qu'un jour, on arrivera même aussi à faire changer les mentalités dans la finance en général. Même si les voitures, les montres, l'art, c'est des choses qui ont déjà une sacrée place. Je vois pas pourquoi est-ce que demain les cartes Pokémon ou les cartes Yu-Gi-Oh! Les cartes Magic ne peuvent pas avoir aussi une place prépondérante. Donc voilà, c'est un travail de fond, c'est un travail de long terme. Il faut miser sur notre génération. C'est triste à dire, hein, mais faut que ces boomers dégagent avec l'âge ou la vieillesse ou autre. Mais faut vraiment qu'on arrive à s'en sortir parce que malheureusement, ce sont eux qui bloquent, qui ne comprennent rien à rien aujourd'hui et qui légifèrent sur des choses dont ils n'ont pas du tout la compréhension et qui pénalisent voilà, des gens qui essaient de s'en sortir par leur travail et par leur intelligence. Je pense notamment à des gens comme toi, comme d'autres dans la collection qui essaient d'investir, de se faire plaisir à la fois et qui demain n'auront pas la même imposition qu'une montre. C'est dégueulasse. Voilà, littéralement, une montre, tu l'achètes, tu la gardes 20 ans, tu as 6,5, tu vois, tu payes juste la CSG. Et pour les cartes Pokémon, on va te péter les couilles, on va te taxer à 33%. Je veux dire, c'est juste aberrant qu'une montre même si on va pas rentrer dans les détails, ça sert à rien, mais c'est juste, bref, vous avez compris l'idée, je vais pas me répéter. En tout cas, du coup, Oui, c'est pour ça que je pense que c'est bien d'en parler et voilà, que le phénomène de Pokémon monte et que finalement que c'est pas non plus qu'un jeu pour enfants et ou que du business, que finalement ça apporte vraiment une valeur sentimentale, nostalgique et que aux yeux de l'État ou même des boomers comme tu dis, que que collectionner c'est pas n'égale pas égale profit, mais égale vraiment plaisir. Et, que comme tu dis, c'est anormal de payer des taxes plus élevées pour, un objet qui est censé normalement te procurer du plaisir et non acheté on va dire, comment dire? passion, et puis Par ça passion, a un exactement. lien avec l'art, ça a un lien, voilà, ça a un lien avec plein de choses en fait, et les passerelles, elles sont là, juste ils ne veulent pas les voir. Exactement, ouais, ouais. Ouais, bah écoute, super intéressant en tout cas. Et là alors, quels sont tes futurs objectifs, toi, si on revient vraiment, si on se recentre un peu dans Pokémon, ce serait quoi là aujourd'hui? Est-ce que tu as des objectifs que tu aimerais atteindre? Est-ce qu'il y a des cartes que tu aimerais avoir? Parle-nous un petit peu du futur, du coup, comme on a fait un peu tout ton parcours maintenant. Ouais, alors moi les cartes là sur lesquelles je suis en train de me focaliser, c'est, la triplette du set de base édition 2. En CCC 9, Ok, minimum. Donc j'ai déjà le Dracofeu, 9,5. J'ai fait on va dire le plus gros du boulot. Le Tortan qui est assez difficile à trouver parce que les populations sont vraiment extrêmement faibles. ouais, Il n'existe pas de CCC 9,5 par exemple. 9, il faudrait que je regarde à nouveau, mais il me semble pas non plus. Donc là, j'ai acheté dernièrement un PCA, ancienne étiquette 9,5, que je vais voir pour crossgrade et essayer de tenter le 9. Mais vraiment, c'est de collectionner, ouais, de compléter des duos, des triplettes comme celle du set de base édition 2 qui sont en fait extrêmement rares et qui, je trouve, pour le moment, ont un prix assez faible vu la rareté. Parce que le set de base édition 1, on en voit vraiment partout. tout le temps, Enfin, ouais.
Sur GCC ou sur les plateformes de Facebook, Instagram, je vois toutes les semaines, je vois du PSA 9, Tortank édition 1, Florizarre édition 1, etc. Alors que les deux, c'est vraiment extrêmement rare et je trouve que visuellement, moi, tu vois, ça me dérange pas qu'il n'y ait T'aimes pas bien, le ouais. logo dedans. Ouais, j'aime beaucoup. Pareil pour Fossil, par exemple, c'est une extension où finalement l'édition 2 est beaucoup plus rare que l'aide d'un. Alors, j'ai eu écho qu'il y a eu beaucoup de boosters édition 2 qui ont été retrouvés, scellés. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir même avec mes frères aînés qui finalement ont collectionné aussi également dans la cour de récréation, la plupart des cartes étaient édition 1 pour le fossile. Euh, Finalement, il y avait très peu de décisions 2. Alors, c'est un peu le constat que j'ai fait, et même de ce que j'ai pu voir finalement au niveau des populations. Donc, vraiment, moi, j'aime bien collectionner un peu le vintage et aussi un peu le rare, euh, que ce soit Ed 1 ou Ed 2. Euh, J'aime bien choisir l'édition la plus rare, quoi. Donc, Ok. et ensuite, sur le bloc X, ouais, je collectionne pardon, plutôt plutôt les ex maintenant. J'aimerais bien compléter le duo Latios-Latias X de X-Dragon en PSA 9 et mettre par exemple au milieu une star représentant vraiment les Pokémon du bloc X comme un Mhm, Celebi Star par mhm. exemple. J'aimerais bien compléter un peu ce style ouais, de triplette. De panel. De, Ouais, de panel, de on va tableau. dire. Ouais, exactement. Et j'aime bien vraiment collectionner les Pokémon qui vraiment sont sortis leur extension, enfin leur. Comment dire? Leur bloc. Exactement. Donc, Bah, il faut que tu changes Florizarre, que c'est les billes alors. Faut que tu changes. voilà, Faut pas que tu prennes Et le Celebi. Celebi c'est aussi magnifique. Donc, tu vois. Ouais, je sais bien, mais Celebi, c'est sorti avec la génération 2, donc Néo. Oui, tout à fait, oui, pardon. Oui, oui, mais donc plutôt un Rayquaza, c'est hors de prix, par exemple. Tu veux pas un petit Mais, Rayquaza PSA 9? Mais un PSA 9, ouais, aujourd'hui, ça doit coûter combien? Ça doit coûter quand même au moins 20 000 euros, non, enfin 15 000 euros, je pense. 35, 40 000, ouais. Ouais, voilà, donc non, faut sortir le budget pour ça. Et trouver la carte aussi, c'est pas évident de la trouver. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Donc non, vraiment les cartes ouais, qui me procurent du plaisir. Tu vois, là en récent triplet, j'ai fait le Braségali, l'Agron, Junko X, PSA 9 de Team Aqua, Team Magma. Très sympa. Qui en plus aujourd'hui, je trouve que les prix Ils sont raisonnables. Ouais. ouais, reste convenable sur le bloc X, ça reste assez raisonnable pour certaines X. Donc je complète vraiment petit à petit certaines triplettes, duos, pour que visuellement je puisse avoir plus tard dans une belle salle de jeu ou que Magnifique. quand je retourne au coffre, voilà, que ça me procure de l'émotion. Je me rappelle que tu cherchais Léviator et Magikarp brillant. Tu t'as complété ces deux-là aussi? Non, il me reste toujours le Magikarp brillant à voir. À chercher? C'est Ok, le. ok, ok. À ce moment-là, j'avais pas les fonds parce que je préparais un gros voyage au Ok. Mexique. Donc je m'étais dit, bon, j'ai pas le temps. Et en Pokémon, faut rester patient et les cartes, normalement, de toute façon, Bien sûr. finiront toujours par. Et je suis curieux de savoir si tu vas en parler ou pas. C'est quoi ton budget à peu près mensuel dans Pokémon que tu investis? Ouais, alors, donc ouais, pour financer ces cartes, évidemment, c'est tout. Enfin, moi, j'investis petit à petit pour finalement déjà avoir une valeur d'échange, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui recherchent quand même du scellé et parfois c'est plus facile pour acheter certaines cartes de proposer des objets en échange. Et puis, vu que beaucoup d'objets scellés finalement prennent pas mal de valeur dans le temps, ce qu'on a pu voir vraiment les dernières années. J'ai investi à peu près environ 300 à 500 euros par mois Mhm. dans Pokémon.
des fois plus quand il y a des belles opportunités qui arrivent, Ouais. sur le marché. J'ai pas investi par exemple dans 8.5. Je trouve que les prix, Oui, c'est ont pas décollé intéressant pour beaucoup le trop moment, ouais. haut et puis non, il y a toujours une phase d'euphorie, puis après ça se calme un petit peu. Alors peut-être que les prix ne descendront pas très bas, hein, ou redescendront pas même pas du tout, Ouais. mais vraiment dans des extensions qui je trouve restent intéressantes, restent abordables en termes de prix. Je pense à Force Temporelle où bah, dernièrement j'ai investi pas mal dans les blisters. Euh, Ok. je pense que cette extension va prendre peut-être un peu de valeur dans les années à venir. Épée et bouclier, quand ça reste, il y a à peu près un an, les prix étaient vraiment très abordables sur des extensions comme Origine perdue, où il y avait beaucoup de tripack, de case blister qui se vendaient à des prix parfois même inférieurs à 200 euros. Donc là aussi, dès que je voyais des belles opportunités comme ça, avec des objets avec du scellé qui restait quand même de plus d'un an d'ancienneté, Mhm. 1 an, 2 ans, je trouvais que ça valait le coup. Donc, non, j'investis plutôt vraiment sur mon budget de 300-500 euros sur pas non plus du très vintage, mais avec quand même quelques petites années qui sont déjà passées, quoi. Et parfois vraiment sur du très récent, comme bah, la Force EV5, Ouais. qui ont vraiment de belles séries comme ça qui sortent, et qui, je pense, vont bien fructifier. Ça vaut le coup, je pense. Voilà. Ouais, c'est des belles extensions, c'est clair. Et puis on n'est jamais. Sur du scellé, tu peux pas te tromper, hein, c'est ce qu'on dit toujours. Sur le scellé, c'est Oui, tout compliqué à fait. de se tromper. Donc du moment que tu prends du plaisir aussi dans ce que tu collectionnes et que ça te permet soit d'avoir une petite monnaie d'échange ou à la fois de mettre. Tu vois, c'est pas mal, hein, 300, 500 balles, entre 300 et 500. C'est bien, tu vois, c'est un super budget, c'est presque un loyer d'appartement. Donc. Les intérêts composés font vite faire leur travail, c'est clair. C'est très très bien. Je vais pas faire une analyse d'investissement, mais comment il s'appelle Mounir là de Finari, mais c'est marrant, donc c'est très bien. Ok. Et alors, donc, est-ce que tu as un dernier petit truc, tu vois, une petite perle rare que tu as dans ta collection que tu aimerais nous faire part? Est-ce qu'il y a, je parlais tout à l'heure de l'Illator brillant, ce serait quoi vraiment ta carte? Tu parlais du deck Kaiba dans Yu-Gi-Oh! Dans Pokémon, ce serait quoi vraiment ton petit truc perso que tu préfères aujourd'hui? Alors dernièrement, vraiment, c'est la carte Dracofeu, la CCC 9,5. Donc, 9,5, très sympa. j'ai rappelé vraiment le quatuor, tu sais, 9,5. Alors que c'était Titi Deville. Alors, je vais peut-être écorcher son Ah, nom. si, si, Qui, Clément, ouais, Titi Deville, ouais. exactement, ouais, qui propose à la vente. Donc, on a combien d'accord? On a fait un échange Yu-Gi-Oh! Vintage Ah, contre trop cette bien. carte. Ah, bah, c'est cool. Et donc, c'est une des cartes d'Aide 2 du Dracofeu qui est une des mieux notées. Alors, faudrait que je re-regarde, mais je ne crois pas que de PSA 10 Aide 2 Dracofeu existe pour le Non, moment. ça n'existe pas. Je te conseille d'envoyer la Non, tienne, vraiment. peut-être. Ouais, non, mais je préfère garder sur CCC. Vraiment, tu Ah, vois, t'es les CCC, là, boîtiers. toi. Ok, ok, ok. Ouais, les boîtiers, je les trouve tellement beaux, translucides. C'est une entreprise française. Enfin, Ah ouais, pour la moi, collection, vraiment, c'est ce que j'aime pour le moment j'adore, hein, garder. j'adore, mais pour Yu-Gi-Oh! Plutôt, c'est tout. Ah, ok, ok, ok. Et donc, non, après, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc ouais, sur les investissements, bah, j'ai investi dans Pokémon à peu près 500 euros par mois. J'ai investi également en bourse et en crypto, vraiment pour garder une diversification. Ok, Et évidemment, donc, il faut toujours protéger ses actifs. Donc Pokémon, évidemment, je mets ça au coffre. bien sûr. Je mets, le restant, je mets à différents endroits pour si jamais bah, demain. Moi, j'habite en région parisienne, donc Ah ouais, les d'accord. cambriolages, c'est Ok. pas quelque chose tu vois, qui n'arrive pas. Et donc, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et donc, ouais, bah, même pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est pour ça que si vous investissez ou si vous avez une grosse collection Pokémon, ben ouais, faites attention à bien
à bien la protéger parce que on a quand même vu dernièrement aussi des cambriolages qui ont, avec une somme énorme, dérobé. Ouais, ouais. Donc, donc ça fait un peu froid dans le dos. Euh, et non, donc vraiment après moi mon but c'est vraiment toujours prendre du plaisir. Je suis pas que je vais pas dans les là où pour 8.5 où j'ai fait un ou deux magasins pour regarder s'il y avait du stock à des prix assez bas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se prennent la tête à aller faire tous les magasins, regarder s'il y a du stock. Non, moi c'est vraiment la plupart des items que j'achète, je les achète via Instagram à des contacts de confiance ou via Facebook et très rarement finalement en magasin. Et j'achète beaucoup sur les boutiques directement des passionnés comme toi, comme la Ligue du jeu avec Romain Chat. Mhm. Ok. Bah franchement, nickel, hein, c'est cool. Et t'as effectivement raison de te diversifier. Moi, j'avoue que j'ai encore un effort à faire de ce point de vue-là. Je pense vraiment très peu à me diversifier. J'aimerais bien en fait. J'aimerais tellement. Mais mes Pokémon, ça marche trop bien, tu vois. Ouais, c'est sûr que c'est dur de se dire J'ai quand pas tu vois les cartes envie, en bourse. j'ai pas envie. En fait, j'ai pas la même chose à la fin pour mon argent, donc j'ai pas envie. Mais à terme, je le ferai, c'est sûr. Ok. Non, c'est sûr. Et je pense à encore de belles années vraiment Pokémon a vraiment de belles années devant elle parce que vraiment. Tu vois, voilà, les enfants, ça collectionne encore énormément de Pokémon. Donc, comme je l'ai dit en début de ce podcast, ils arrivent quand même à nous sortir des extensions quand même très qualitatives. Tu vois, quand on passe du bloc XY, tu vois, à Soleil et Lune avec des cartes encore plus qualitatives et puis épée et bouclier, finalement avec des alternatives vraiment magnifiques, je me dis que ouais, je sais pas ce que nous réservent encore les années à venir, mais je pense qu'elles sont. Ouais. S'ils continuent comme ça, vraiment, ça va être vraiment cool. Ils sont vraiment très très forts pour garder ça, pour garder leur identité, pour garder leur attrait à travers les différentes générations. Et c'est vrai que c'est une franchise qui court, qui continue de courir, qui à chaque fois qu'un enfant passe de vraiment jeune à une dizaine d'années, et son parcours, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, croise tout le temps le chemin de Pokémon. Donc ils sont vraiment extrêmement forts, ils ont cette capacité de réinvention, ils arrivent à créer et à garder le cap malgré les cycles difficiles. Là où, par exemple, je pense que Asmodée, qui distribue Magic et autres, ou des boîtes qui sont particulièrement là pour de la rentabilité, Hasbro ou même Konami, malheureusement, vont regarder plutôt les chiffres, vont essayer de magouiller en créant, pour X ou Y raison, une box collector pour un petit peu pumper les chiffres, etc. Là où Pokémon, ils sont capables de garder le cap, de respecter leurs collectionneurs, de faire des statements publics d'excuses en disant, bah voilà, on a mal estimé la demande, on va réimprimer pour que tout le monde puisse en avoir. Ils sont dans une logique vraiment saine et qui finalement presque produit beaucoup plus de résultats financiers que cette petite gestion de boutiquier. Je pense notamment à Hasbro avec Magic, qui regarde que les chiffres, que les chiffres, que les chiffres, comment les augmenter, comment prendre les collectionneurs pour des vaches à lait. Là où Pokémon, c'est ultra stable. Je paraphrase Rudy de Alpha Investment, mais c'est vraiment ça. Donc, non, Pokémon a Mm. vraiment des belles années devant elle, la franchise en tout cas. Et puis, pour le coup, je pense aussi que toutes les générations vont continuer à collectionner. Et plus on est tôt dans le marché, et mieux c'est. Voilà, vaut mieux time in the market que timing the market, comme diraient les anglo-saxons. Donc voilà, vaut mieux être là, vaut mieux prendre du plaisir, euh, mettre un petit peu d'argent pour les choses qu'on kiffe, et puis laisser faire le temps, quoi. C'est ce que je dis toujours. Il y a pas de victoire immédiate. Alors peut y en avoir, mais c'est pas ce qu'on recherche, en tout cas dans la mentalité et sur la chaîne ici. C'est pas ce qu'on essaie de mettre en avant, le court terme et arnaquer les gens et autres. Donc voilà, faites confiance au temps, faites confiance à Pokémon. Et tiens, d'ailleurs,
Petite question encore, avant que je te libère parce que je sais qu'on a faim. Petite question, est-ce que ça te surprendrait, toi, qu'un jour, un gros portefeuille ou plusieurs gros portefeuilles, même un individu, hein, très riche, ou un groupement d'individus qui crée une entreprise, tu vois, qui rachète beaucoup. On parlait tout à l'heure de boîtes, voilà, même en petites et moyennes entreprises qui ont des beaux chiffres, hein, des 50 millions, 100 millions. Tu penses qu'un jour, Mhm. des gens vont arriver avec ce genre de portefeuille dans Pokémon ou ailleurs, vont flairer la bonne affaire? Parce que j'en parle souvent dans les podcasts et à chaque fois je dis, voilà, nous on s'amuse encore une fois avec des cailloux quoi dans Pokémon. Donc est-ce que tu penses qu'un jour il y aura vraiment des acteurs importants comme ça qui risquent de se diriger vers nous, ou tu penses que ça va rester réservé à l'art, aux montres et aux voitures? Bah, écoute, bah, déjà, ça a déjà arrivé un peu sur le marché américain avec Logan Paul, qui finalement a investi et a acheté pour sa collection bah, le Dracofeu PSA 10, qui après elle a montré un peu au monde entier. Sur le marché français, je pense que ça arrivera aussi. Et même sur le marché américain, on a vu des DJ, alors je sais plus le nom du DJ, mais Steve un Aoki? DJ assez cool. Ouais, exactement, qui a acheté pas mal de cartes Pokémon. Et en France, non, je pense que ça arrivera. Peut-être pas forcément des entreprises, euh, enfin en tout cas pas tout de suite, mais des individus assez fortunés. Je pense que ouais, on sera aussi sur un peu sur Pokémon. Enfin, certaines cartes deviendront un peu comme des montres, vraiment des objets un peu de prestige. Statutaire. Et, euh, ouais, et, et, et puis, moi, vraiment, ma vision, c'est que plus tard, vraiment, on aura des musées, je pense, avec des cartes d'exposition, certaines displays vraiment extrêmement rares. Euh, ça se fait, en plus, on a vu un peu on a eu un peu cette sensation-là lors du Gala TCG avec des beaux objets en vitrine. Et je pense que, et même toi, tu avais fait une exposition hein, sur Paris en affichant vraiment des cartes magnifiques de ta collection. Et je pense qu'on tendra vers ça de plus en plus donc à l'avenir. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah que oui, ça a vraiment de belles années et que je pense qu'on est qu'au début. Moi, je me rappelle, à l'école primaire, tu vois, je me rappelle que sur eBay, Ouais. les cartes comme les niveaux X, à l'époque, c'est marrant de le dire, hein, mais tu enchérissais centime par centime. Ouais, ouais, c'est Ce vrai, qui hein. C'est-à-dire que je me rappelle des cartes comme Darkrai niveau X, l'enchère commençait à 0 €, donc ça a monté de 10 centimes, de 10 centimes, même pas de centimes en centimes, et après la carte pouvait être vendue à 2,26 €, tu vois. Ouais, c'est clair. Chose qui n'est plus possible du tout aujourd'hui. Je pense pas que c'est possible d'enchérir sur Pokémon centime par centime. Euh, et puis, donc non, on tendra vraiment sur des trucs beaucoup plus gros plus tard. Et ah oui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Et je pense que Pokémon, surtout sur les displays peut-être plus enfin, vintage, ça deviendra un peu comme du bon vin, c'est-à-dire que parfois, avec les enfants, enfin une famille avec des enfants aura envie de s'ouvrir une display pour se remémorer des années passées, se faire une belle extension en ayant du plaisir, quoi. Comme aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire finalement avec une belle bouteille de vin sur la table. Mm, Et, mm, mm, mm. donc, moi, je le vois comme ça. Donc, ouais, des individus fortunés qui ont eu une grosse attache à Pokémon quand ils étaient petits et, et- et qui finalement sont aussi attirés par le fait de rareté, le fait d'avoir une collection de prestige. Je pense on y viendra dans les années à venir, progressivement. Et après, les entreprises, ça, je sais pas encore. J'avais pensé à finalement, tu vois, est-ce qu'un fonds d'investissement dédié à Pokémon pourrait exister un jour? Ouais. Je pense que c'est pas impossible, mais après, je peux pas te dire oui ou non, mais en tout cas, c'est pas impossible. Bah, en fait, une belle grosse boutique,
un beau gros PWCC, un bon Goldin, même si c'est du généraliste, et que ça fait pas que du Pokémon, une bonne grosse boutique très spécialisée, finalement, c'est à une échelle différente et avec plus d'émotion, plus de panache, plus de romantisme, mais c'est un petit peu un mini fonds d'investissement spécial Pokémon, quoi. Ouais. Chacun à notre échelle, on est des mini fonds d'investissement Pokémon. Alors demain, est-ce qu'on va pouvoir se réunir? Est-ce qu'on va pouvoir faire des choses comme ça plus, à des échelles plus importantes? Je sais pas, ça peut perdre un peu du romantisme et tu peux potentiellement aussi te mettre une partie de la communauté ado. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est interdit en France et en Europe pour différentes raisons. Je m'étais déjà beaucoup renseigné sur le sujet avec des montages financiers, immatriculation à l'étranger et autres, où je passe les détails, c'est éventuellement faisable, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui risque d'arriver. Je pense qu'on risque plutôt de voir des grosses sociétés, des sociétés un peu, des véhicules d'investissement, c'est-à-dire des sociétés qui sont montées uniquement et simplement à but d'investissement où vous êtes plusieurs associés, vous montez une boîte, vous mettez tous un capital de départ pour acheter X ou Y objet, et ce X ou Y objet, vous le vendez, vous le truc, vous le machin, et puis vous partez avec les bénéfices et vous fermez la boîte. Plutôt quelque chose comme ça. Mais en réalité, on ne peut pas faire de fonds d'investissement et prendre, en tout cas, prendre de l'argent de personnes qui souhaiteraient investir. On ne peut pas le faire autrement que en les mettant en associé, ce qui n'est pas forcément le cas. Justement, ce ne serait pas possible. Les fonds d'investissement, jamais ils laisseraient diluer leurs capitaux sociaux avec chaque investisseur qui vient. C'est pas du tout le but. Donc voilà, c'est un modèle très différent. Je pense pas que ce soit faisable là tout de suite maintenant. Je sais pas si un jour on Mhm. y arrivera. Mais voilà, dans Pokémon, des individus fortunés, je te le dis, il y en a plein. Ça, c'est une certitude. Mais malgré tout, on est encore très loin de ce que certaines cartes Magic ont pu se vendre. Et Oui. je pense que Pokémon, il reste. Allez, c'est un peu comme le Bitcoin. Allez, dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années, il reste encore un petit zéro en plus à aller chercher, je pense. Oui, je pense aussi, hein. Puis vraiment ce qui est fou dans Pokémon, c'est que, la plupart des items, et surtout, et également scellés, finalement, sont régis par l'offre et la demande où finalement, il y a énormément de chances que ça augmente. Alors sauf phénomène exceptionnel où les prix peuvent exploser puis retomber, mais finalement, à chaque extension, on a une quantité, X produite, et une demande finalement qui, elle, généralement augmente, de plus en plus. Et alors que la quantité, elle, l'offre, diminue petit à petit vu que les gens, veulent ouvrir du booster, du booster, du booster, et plus cette quantité du coup, s'amenuise, plus finalement les prix augmentent, quoi. Ouais. Donc on est encore loin de pareil pour le set de base. Un jour, le set de base, évidemment, pour l'instant, la quantité de scellés, reste encore, assez conséquente, mais il y aura bien un jour où finalement cette quantité, va s'amenuire considérablement et les prix, je pense, augmenteront à nouveau. Ouais. Ouais, non, non, franchement, c'est des cycles, c'est un phénomène super intéressant. Pokémon, c'est clair qu'on a un marché passionnant, quoi. Ça c'est une certitude. Bah écoute, je suis très content de cet épisode, Paul. Merci encore d'avoir été avec nous. Est-ce que tu voudrais rajouter un petit truc, dire à nos écouteurs de te retrouver, à nos auditeurs, pardon, de te retrouver quelque part? Non, moi, je suis pas, je T'as pas un petit Insta, t'as rien, non? si mon Instagram, c'est Ah voilà, le Papy papy du Mouto. Ouais, Papy Yugi, ouais. ouais, le papy Mouton. Et donc, vous pouvez me retrouver là sur Instagram. Après, j'ai un autre Instagram qui est plus dédié à ma collection Blockx. Ok. Alors, ça va faire peut-être sourire les auditeurs, mais le nom, c'est Infirmière Joël. Ok. Euh, donc, donc là où je publie un peu mes cartes du Blockx. Et donc, non, vraiment, un message pour la fin, vraiment, collectionnez par passion, et investissez pour financer cette collection passion.
Magnifique. Non, bah, écoute, merci encore, vraiment, c'était un super épisode. J'espère que tu as pris du plaisir. Moi, j'ai trouvé ça très cool. J'espère que les auditeurs aussi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, comme toujours. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, l'Instagram et tout le reste. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Salut Paul. Merci, Price.